ce dimanche encore dans le cadre de votre émission Température sociale, où nous avons toujours eu l'habitude d'analyser des questions et entrer au développement de notre pays. Ce soir, nous allons parler du plaidoyer pour la double nationalité en République démocratique du Congo. Vous êtes né en RDC et vous aurez certainement l'occasion de voyager ailleurs. Et c'est toute une question qui demeure toujours en suspens. Et vous vous souviendrez à l'histoire que l'Assemblée nationale a ce dossier sur sa table. À l'époque, l'honorable José Makila, député national, élu du MLC, de la circonscription électorale de l'Équateur, a posé ce problème au niveau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, pour lui, il s'est basé sur l'article 10 de la Constitution de la RDC, qui stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Et jusqu'à ce jour, comme vous le savez, cette question reste en suspens au niveau de l'Assemblée nationale, là où Vital Kamerhe et son équipe ont siégé au bureau. Et aujourd'hui, nous avons Évariste Bocham également accompagné d'une autre équipe. Nous ne savons pas si cette question sera encore remise sur table pour être traitée au niveau de la plénière. Mais déjà, certains observateurs qui ont suivi cette question à distance, ils estiment que ce silence de Vital Kamerhe et son équipe, c'était quand même pour protéger certains hauts fonctionnaires de la RDC qui sont détenteurs de ces doubles nationalités, et comme c'est constitutionnel, donc si on admettait cela, il y a certains députés, certains ministres, voire certains mandataires de la République démocratique du Congo qui se retrouveraient directement à la porte sans procès. Mais ce soir, il y a un autre compatriote que je vais vous présenter tout à l'heure, qui lui est aussi partisan de la double nationalité. Donc nous allons entrer en profondeur avec lui pour savoir les mobiles qui les poussent à soutenir cette thèse. Sans plus tarder, voici M. Denis Kabiona. Il est juriste fiscaliste en France et précisément à Paris. Je vous salue, M. Denis. Je vous remercie infiniment de me recevoir dans votre émission Température sociale. Et c'est pour moi effectivement l'occasion de vous présenter le plaidoyer pour la double nationalité des Congolais d'origine. Et j'insiste là-dessus. Il s'agit du plaidoyer pour la double nationalité des Congolais d'origine. Il est vrai que ce débat est très passionnant, et ça entraîne tout souvent de discorde. À chaque fois qu'on parle de la double nationalité des Congolais d'origine, ça nous amène dans d'autres problèmes de gens qui ont la nationalité frontalière. Cela dit, et comme on se pose souvent beaucoup de questions, j'aurais voulu vous faire comprendre que d'une part, la double nationalité des Congolais d'origine a beaucoup d'avantages, et que aussi, je vais aussi vous présenter le rappel historique de la nationalité unique et exclusive. Parce que vous devez savoir qu'actuellement, le monde devient comme un grand village. Et si le Congo, disons, maintient toujours la nationalité unique et exclusive, on va se retrouver en retard de développement. Néanmoins, j'ai constaté qu'à chaque fois qu'on parle de la double nationalité des Congolais d'origine, les gens se posent la question de quel côté se passeraient les gens qui ont la double nationalité quand il y a un conflit entre le pays d'adoption et le pays de naissance. Voilà. Et puis, bon, j'ai toujours dit que j'ai donné l'exemple des parents. Quand les parents se disputent, les enfants n'ont pas à prendre parti, donc c'est rester au milieu. Étant donné que les enfants connaissent et le papa et la maman, doivent servir de modérateurs, de conciliateurs, juste pour que les parents se sentent bien. Monsieur Kabiona, oui. Je commence d'abord par vous poser cette petite question. Et qu'attend-on par nationalité? La nationalité, bon, la nationalité, effectivement, on appartient à une nation, on appartient à un peuple. C'est comme nous, en tant que Congolais d'origine, moi je suis Congolais d'origine, j'appartiens à la nation congolaise. Mais étant donné que j'ai émigré, je suis allé à l'étranger, cela nous a permis effectivement de progresser et effectivement de nous intégrer dans d'autres sociétés, notamment il y a d'autres amis qui sont devenus américains, qui sont devenus belges, etc. Donc pour nous, la nationalité pour nous, c'est une chose d'appartenir à une nation. Voilà. Et vous avez toujours insisté sur le terme congolais d'origine. Qui est congolais d'origine d'après vous?
Congolais d'origine, ça a été déjà présenté comme quoi les Congolais d'origine sont ceux qui, à l'indépendance, et leurs ancêtres étaient déjà sur le territoire congolais, pour essayer de différencier les autres qui sont venus après. Parce qu'il y a souvent des problèmes pour les gens qui n'étaient pas sur le territoire congolais avant. Oui, c'est un petit problème qu'on a. Donc, c'est pas un petit problème, c'est un problème sérieux. Parce qu'actuellement, ça devient un grand débat. Et c'est pourquoi j'insiste sur le fait que la nationalité congolaise unique et exclusive essaie d'exclure tous les Congolais d'origine qui ont pu acquérir la nationalité étrangère. Et je pense qu'il serait souhaitable de faire un petit rappel historique, bref, de la nationalité unique et exclusive du Congo. Allez-y, parce que la question de la nationalité se trouve bien éclairée, bien élucidée dans la Constitution de la République. Voilà. Alors c'est à partir de 1964 que la RDC a eu sa première constitution, et c'était à Loulouabourg, dans l'une des Kasaï actuellement. Et je vous en prie, prière, nous éclairer, et la lanterne des téléspectateurs également, sur l'évolution historique de ces constitutions de Loulouabourg en 1964, mais aussi de 2006 avec le régime démocratique qui actuellement est en place. Voilà. Donc effectivement, pour commencer, il y a eu la constitution du 1er août 1964, élaborée par la commission constitutionnelle de Loulouabourg du 10 janvier au 11 avril 1964. J'ai pris les articles intéressants, notamment l'article numéro 6, qui stipule qu'il existe une seule nationalité congolaise. L'article 7, tout Congolais qui acquiert volontairement la nationalité de notre État perd la nationalité congolaise. Et comme évolution encore, il y a eu la loi numéro 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, qui stipule, le premier article stipule: la nationalité congolaise est unique et exclusive. Donc on revient toujours à cette unicité de la nationalité congolaise. L'article numéro 26 de cette loi nous dit aussi que tout Congolais qui acquiert volontairement la nationalité de notre État perd la nationalité congolaise. Et enfin, la constitution beaucoup plus récente de l'année 2006, et dans son article 10 que vous avez cité tout à l'heure aussi, l'article 10 il nous dit: la nationalité congolaise est unique et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Alors, M. Kabiuna, je vous pose une question par rapport à ce rappel historique. De 1964 à 2009, il s'est écoulé plusieurs années. Et pourquoi, d'après vous, le législateur congolais tient à tout prix à cette exclusivité de la nationalité congolaise pour ses fils, et non pas être ouvert comme d'autres pays, à l'instar du Burkina Faso par exemple, qui admettent le double nationalité, ou aussi le Maroc? Oui, il est vrai que on a du mal à comprendre comment ça veut dire que notre pays ne peut pas profiter des atouts, des avantages de la double nationalité, comme le Maroc, comme d'autres pays, notamment Israël. J'ai toujours donné des exemples de la double nationalité que reconnaît Israël, notamment par ses dirigeants. Le premier ministre Benjamin Netanyahu, qui était premier ministre auparavant et qui est redevenu encore premier ministre d'Israël, est lituanien de naissance par son père. Il est de nationalité américaine aussi et israélien. Et je donne aussi un autre exemple, notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères israélien, David Levy, qui est marocain et puis en même temps israélien. Et toujours dans cette richesse de double nationalité, le roi Hassan II a toujours dit, de son vivant, que jamais il priverait les Marocains de leur nationalité d'origine, étant donné que les nationalités que les Marocains acquièrent à l'étranger sont des nationalités de survie. Donc pour que les Marocains puissent intégrer les sociétés à l'étranger, puissent évoluer, ils étaient obligés d'acquérir les nationalités étrangères. À cette fin, le roi Hassan II a toujours prôné que jamais il ne pourra priver les Marocains de leur nationalité d'origine. Donc, il y a souvent une richesse pour les pays qui ont la double nationalité. Et l'exemple le plus flagrant aussi, c'est Salomé Zouratsvili, qui était ambassadeur de France en Géorgie
et qui était nommée ministre des Affaires étrangères de ces pays. Je m'explique. Cette dame avait quitté la Géorgie, son pays de naissance, avec ses parents à l'âge de 2 ans. Elle est arrivée en France, et puis elle a évolué, elle a fait des études de droit, et puis après elle est devenue fonctionnaire du Quai d'Orsay. Après elle a été nommée ambassadrice de France en Géorgie. Et étant donné que la Géorgie reconnaît la double nationalité, le président Mikhail Saakashvili est allé voir Jacques Chirac et dit, écoutez, nous on reconnaît la double nationalité, j'aimerais que votre ambassadrice qui est chez nous soit notre ministre des Affaires étrangères. Du coup, Jacques Chirac a accepté et cette dame est devenue ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, son pays de naissance. Donc du coup, les deux pays ont gagné. Et la France et la Géorgie. D'un côté, à chaque fois qu'il y avait des signatures de contrats, la France il y avait la confiance, le fait qu'il y a des leurs qui est là-bas, qui est la nationalité française, et c'est là, elle est en même temps géorgienne. Donc les deux pays sont gagnants. C'est pourquoi nous avons insisté pour le fait que notre pays a intérêt à avoir aussi la double nationalité de ces Congolais d'origine qui deviennent une richesse. Et un autre exemple aussi, un Congolais qui est devenu français, il est en mesure de bien défendre les intérêts du Congo à Paris. Un Congolais qui est devenu américain, il est bien placé pour défendre les intérêts du Congo à New York parce qu'il connaît bien les mentalités de New York, des Américains, et il connaît aussi les mentalités des Congolais. Et pour revenir encore au cas d'Israël, actuellement Israël fait fi aux résolutions des Nations Unies parce que sa diaspora a ses lobbies qu'il faut que le fait qu'il y a cette double nationalité, Israël est fort sur le plan international. Donc le Congo aussi, en acceptant la double nationalité de sa diaspora, disons des Congolais d'origine, je pense que nous avons beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre. Voilà ce que je voulais vous expliquer aussi. Monsieur Kabiona, oui. Je m'en vais tout de suite par rapport au développement de ce que vous avez voté comme avantage de détenir une double nationalité et reposer la même question. Qu'est-ce que, d'après vous, fait peur aux législateurs congolais ou au pouvoir politique congolais pour admettre justement cette pratique de la double nationalité? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens se posent beaucoup de questions. Ils ont tort de se poser ces questions. Je vais m'expliquer. Ils ont tort de se poser ces questions parce que d'abord, à chaque fois qu'on parle de la double nationalité des Congolais d'origine, on nous amène sur le terrain des gens qui ont la nationalité frontalière. Parlons du Rwanda, la nationalité rwandaise. Bon, là où on est un peu ridicule parce que le Rwanda, par exemple, reconnaît plus de nationalités. Du moment où vos ancêtres sont d'origine rwandaise, vous êtes automatiquement rwandais. Et le cas de la RDC? Malheureusement, la RDC réunit la nationalité d'origine à tous ceux qui ont pris la nationalité étrangère. Un Congolais, du moment où il a pris la nationalité belge, il n'est plus Congolais. Normalement, comme il est né au Congo, il est d'origine congolaise, on ne peut pas lui reconnaître la double nationalité. Donc le Congo, on a tort de ne pas reconnaître la double nationalité. L'autre peur qui vient aussi, bon, ça peut peut-être s'expliquer, c'est au niveau des intellectuels. Parce que quelqu'un qui a la nationalité belge, américaine et tout ça, quand il vient à Kinshasa, quand il vit comme un simple citoyen, personne ne fait attention à lui. Ça veut dire? Personne ne fait attention de lui. Mais dès qu'il veut briguer un poste ministériel, tout le monde se réveille. Ah, c'est là, donc on essaie de fouiller dans ses dossiers. Ah non, non, il est français, il est belge, il est américain, il ne peut pas être gouverneur, il ne peut pas être ministre, il ne peut pas être élu, etc. C'est ça le problème. Donc, on ne dit pas que c'est une petite jalousie, c'est une sorte de fait des barrières aux gens qui ont été à l'étranger, qui ont acquis certaines connaissances pour ne pas concurrencer les gens qui sont restés ici. C'est la question que des fois aussi, les gens se posent, est-ce que ça ne vient pas de ça aussi? Donc les deux peurs, et les gens qui ont la nationalité frontalière, et l'élite congolaise qui est partie à l'étranger. Parce que quand on reste au simple citoyen, personne ne fait attention. Donc, d'après vous, vous trouvez fondé et le fait qu'on peut détenir une double nationalité, la nationalité congolaise et une autre nationalité étrangère, et être quand même admis parmi les hauts fonctionnaires de la République? Oui, parce que c'est une richesse. Par exemple, je donne un exemple aussi. Et nous avons créé une association en Europe qui s'appelle ARICHA, Association pour le retour en investissement en capital humain en Afrique.
On demande à tous les fonctionnaires d'origine africaine qui travaillent en Europe d'amener avec eux leur expérience acquise en Afrique. Et dans la foulée, nous avons aussi demandé, nous avons écrit des lettres aux dirigeants en Europe pour qu'à chaque fois qu'ils envoient un fonctionnaire européen ici en Afrique, qu'ils envoient en priorité un fonctionnaire d'origine du pays, par exemple un Français d'origine tchadienne, on l'envoie au Tchad en priorité, au lieu d'envoyer un Européen, parce que ce Tchadien, disons, ces Français d'origine tchadienne connaît mieux le Tchad qui est notre personne. Un cas aussi, un fonctionnaire, par exemple, belge, qui est d'origine congolaise, il connaît mieux le Congo que les Belges. Donc c'est Congolais d'origine qui est devenu belge. S'il vient travailler ici au Congo, il est beaucoup plus conscient de développer son pays que quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a ces soucis. C'est ce fonctionnaire belge qu'il faut arriver ici. Bien sûr, il est belge, il sera payé par la Belgique, mais il y aura un plus pour développer son pays qu'un autre belge ou bien un américain. Et un autre exemple je voulais aussi donner, et que souvent les Américains, quand ils envoient en Irak, on envoie souvent des Américains d'origine irakienne, ou dans d'autres pays. Alors, voilà. Monsieur Kabiona, merci pour votre réponse d'abord. Mais ensuite, je dis ceci, ce qui tique un peu la population locale, oui. C'est que quand les membres de la diaspora congolaise apparaissent ici, sur le territoire national, ils viennent toujours avec ce complexe de supériorité. Et souvent, ils préfèrent être traités autrement que leurs compatriotes qui vivent sur place. C'est comme si ils ont bénéficié d'une expérience extraordinaire. C'est comme si le développement de la République dépendrait de leur contribution. Alors, quelque part, ça choque et les gouverneurs de la République, mais aussi la population. Nous sommes aujourd'hui, ce dimanche, le 17 mai, où nous commémorons l'entrée de l'AFDEL et avec son armée en République démocratique du Congo, plus spécialement dans la ville-province de Kinshasa, où Laurent Désiré Kabila a pu chasser le maréchal président. Et nous avons assisté quand même à cette vague de la diaspora congolaise qui était aux États-Unis, qui était en France, qui était en Belgique, qui vivait en Australie. Et ils sont venus ici et logés dans des grands centres, dans des grands hôtels aux frais de l'État, pour, entre guillemets, participer à la reconstruction de la nation. Mais dès qu'ils ne se sont pas retrouvés, ils n'ont pas été nommés ministres, ils n'ont pas été nommés mandataires. Mais tous, presque tous, sont repartis en Europe. N'est-ce pas ces chômeurs qui demeurent en Europe, et qui viennent chercher du boulot ici en République démocratique du Congo, alors qu'il y a aussi plein de chômeurs ici? Ne pensez-vous pas que c'est aussi un élément qui fait en sorte que, bon, on regarde quand même cette affaire un peu à distance, monsieur Kabiona. Ok. Alors effectivement, je suis très content de soulever ce problème. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque diasporie ou diassa. Ça a été même caricaturé dans le théâtre. Alors vous êtes bien informé. Donc ça a été caricaturé. Bon, alors je m'explique. Il est vrai que quand Kabila a débarqué ici à Kinshasa, la plupart des membres de la diaspora qui sont venus ici, la plupart, je suis témoin, la plupart, c'était qui étaient venus, au moins à 80%, étaient en rupture de banc en Europe, ils n'avaient pas de travail. Alors c'était pour une occasion de venir ici. Il y en a même qui étaient recherchés par la police. Il y en a même qui étaient recherchés par la police. Il y en a même d'autres qui effectivement étaient recherchés même par l'administration fiscale. Parce qu'ils avaient des entreprises qui ne marchaient pas, alors du coup, ils étaient recherchés par l'administration fiscale. Alors pour eux, le salut c'était de venir ici à Kinshasa, dans le cadre de la diaspora, qu'on a appelé diasporie, diassa, etc. Et la plupart n'avaient pas d'expérience, il faut dire la vérité. Pour quelqu'un qui était en France, qui était en Belgique, qui était aux États-Unis, qui avait un bon travail, il ne pouvait pas du jour au lendemain dire je laisse mon travail avec mes enfants et venir à Kinshasa. Il a son travail, il dit que j'ai la garantie de mon emploi, je ne vais pas me lancer à l'aventure. Mais quelqu'un qui était recherché par la police, qui n'avait pas de boulot, qui était au chômage, écoutez, oh là là, c'est le salut. Il débarque à Kinshasa, ou quelqu'un qui n'avait que son diplôme. Et il débarque et dit, oh diaspora.
j'ai mis un défi parce qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour dire qu'on a l'expérience. Il faut d'abord avoir bien sûr le diplôme et puis l'expérience professionnelle qu'on peut transmettre à nos compatriotes. C'est pourquoi il y a eu un loupé, un échec des membres de la diaspora de Vénétie. Donc nous, effectivement, nous on souhaite que la vraie diaspora, entre guillemets, parce que j'ai souvent soulevé ce problème, que la vraie diaspora était restée parce qu'elle avait un boulot, et il y a des professeurs d'université, comme les collègues avec lesquels on a fait cette communication. C'était Matalata, la maître des conférences des droits publics à l'université de Nancy 2. Il y a notre Laurent Moutamba qui est juriste fiscaliste qui travaille dans une grande société financière en Belgique. Et moi-même. Donc ces gens-là, ils avaient un boulot, ils ne pouvaient pas du jour au lendemain laisser son boulot, il est maître des conférences à l'université de Nancy et descendre à Kinshasa au mois de juillet, c'était au mois de mai. Au mois de mai, les 17 voilà, c'est ça. Donc c'est à cause de ça qu'il y a eu des loupés. Maintenant, si on veut, on peut effectivement bénéficier de l'appui de la diaspora. Et comme vous soulevez ce problème-là, actuellement il y a beaucoup de pays arabes, beaucoup de pays arabes du Golfe qui viennent en Europe recruter les gens originaires les Arabes ou les gens qui parlent l'arabe pour aller travailler chez eux. Vous voyez, c'est aussi une idée qui me vient tout de suite à la tête, effectivement. Et Abu Dhabi, ils débarquent à Paris, à Bruxelles, ils mettent une annonce, venez, vous parlez l'arabe, allez, vous venez, on va vous appeler dans des grandes banques, dans des grandes sociétés. Donc ils veulent bénéficier de l'expérience des ressortissants du monde arabe pour travailler là-bas, chez eux. Monsieur Kabiona, à vous entendre parler, je voulais vous demander comment situez-vous le rôle du vice-ministère chargé des Congolais de l'étranger? Et parce qu'il y a eu un forum organisé l'année dernière où tous les membres de la diaspora, des grosses pointures, ont été invités ici pour réfléchir sur les voies des moyens de développer quand même la République démocratique du Congo par rapport à l'apport de la diaspora. Et comment c'est le profil de ce ministère, le rôle qu'il devait en principe jouer, et tout en faisant une lecture sur ce qui se passe exactement là où vous vivez, parce que vous vivez à Paris. Oui, effectivement, je suis content de vous poser cette question. Effectivement, ce ministère a sa place. Et puis, il y a eu effectivement aussi un forum l'année dernière que malheureusement, on l'a souligné, on l'a dit plusieurs fois, que à 80%, ce sont les gens qui ne devaient pas venir qui étaient venus. Comme les billets étaient gratuits, les gens se sont distribués les billets sous les manteaux. Et nous, on l'a su après, alors que nous, on était prêts à venir effectivement exposer tout ce qu'on avait comme problème là-bas de la diaspora. Et c'est quand ces membres sont rentrés à Paris, c'est à ce moment-là qu'ils nous ont contactés pour qu'on puisse diffuser le compte rendu. Étant donné que nous avons des grands fichiers et des adresses e-mail de nos compatriotes, nous on pouvait maintenant diffuser. Nous dit écoutez, bon, c'est pas sérieux, il fallait nous contacter avant. Donc ces gens étaient venus parce qu'il y avait les billets gratuits et on a ramassé certaines personnes comme des sœurs en Christ, pour ne pas les citer. Et maintenant, comme les billets étaient payants pour venir ici, on n'a vu personne. Et nous, on est venus tout seuls. Maintenant, il y a des amis qui sont venus de Belgique. Moi, je suis venu de Paris, j'ai payé mon billet en février. J'ai encore payé mon billet au mois de mai. Les volontaires, on ne les voit plus, comme le billet est payant. Vous voyez? Donc, ce ministère, effectivement, il a sa place. Et nous, on aimerait que ce ministère puisse être en contact avec les Congolais. C'est pourquoi j'ai toujours proposé, même à l'ambassade du Congo à Paris, qu'on puisse avoir un fichier de tous les Congolais d'origine, ou tous ceux qui avaient la nationalité congolaise, qui sont devenus français, ou même les Congolais, parce que pour le moment, il n'y a pas ce fichier. J'ai toujours proposé ça. Et j'ai même demandé à l'ambassade à Paris, gratuitement, s'ils veulent avoir des idées, je suis prêt à leur donner ces idées-là. Comment expliquez-vous, M. Denis, qu'une représentation diplomatique d'un pays qui vaut 80 fois plus grand que la Belgique et 5 fois plus grand que la France où vous habitez, puisse ne pas détenir des fichiers informatisés de ces ressortissants qui se trouvent dans ce pays?
Oui, mais malheureusement. N'est-ce pas de la négligence? N'est-ce pas je sais comment le qualifier, n'est-ce pas un péché tout de même? Parce que on accuse toujours la République démocratique du Congo à l'extérieur de ne pas bien vendre son image. Alors que c'est la diplomatie qui était appelée à jouer ce rôle. Et quand le diplomate qui est envoyé en mission à l'extérieur du pays pour représenter son pays n'arrive pas à faire asseoir les choses, à qui revient la faute? Oui, bien sûr, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté parce qu'on l'a souvent dit qu'il y ait un fichier de tous les Congolais, ou ceux qui sont devenus français, comme ça on peut les récolter. Tiens, avec les statistiques. Ça peut nous aider pour les statistiques. De volonté, donc ils n'ont pas d'ordinateur, vous pouvez les informer quand même dans les endroits où vous vous trouvez. Oui, l'ordinateur est là, mais un fichier Excel, c'est facile. Non, mais on le paye. Bah oui, c'est une question de volonté de créer ce fichier. Donc la balle est dans les camps de l'ambassade. Bon, je pense qu'il y a un nouvel ambassadeur qui a été nommé récemment, il y a même pas un mois. Bon, je pense qu'il faut arriver à Paris, on pouvoir soulever ce problème. Écoutez, nous sommes prêts à vous aider pour qu'on puisse effectivement recenser les Congolais et ceux qui étaient pas Congolais, qui sont redevenus. Parce que comme ça, au moins, on a une idée de la diaspora. Et je pense que les vice-ministères des Congolais de l'étranger, ça peut effectivement aller dans ce sens. Ouais. Comment acquérir alors une double nationalité? Acquérir la double nationalité, bon, pour le moment, on parle de la nationalité de Congolais d'origine. Bon, si on doit parler de la nationalité en général, là on peut acquérir la nationalité soit par la naissance, soit par le mariage, oui, donc soit par la naissance, le mariage, etc. Donc, ce qu'on appelle les ius soli, les droits du sol, quand la personne est née sur le sol, soit ius sanguini, donc les droits du sang, quand ses parents ont la telle nationalité, oui, donc là on entre dans les droits. Et il y a quand même un régime qui régit le double nationalité. Et vous en avez une idée? La double nationalité ici au Congo ou bien ailleurs? Nous ne parlons pas d'ailleurs ou du Congo parce que ailleurs nous avons le plan international et le Congo ne peut pas se soustraire de cette dynamique. Oui, voilà. Alors je voulais dire que la double nationalité, il est vrai que quand par exemple quelqu'un est français et qu'ici un jour, je pense que d'ici une année, le Congo va aller dans ce sens, s'il reconnaît la double nationalité, par exemple quelqu'un qui est en même temps français et il est en même temps congolais, bon, et ça veut dire que la France continue à protéger les Français en France. Mais si cette personne est encore la nationalité congolaise et le Congo reconnaît la double nationalité, la France n'a plus à intervenir ici quand la personne est ici au Congo. Oui. Si, par exemple, pour le moment, le Congo ne reconnaît pas la double nationalité. Si un Français d'origine congolaise est ici à Kinshasa, étant donné que le Congo ne reconnaît pas la double nationalité, et la France, si ce Français d'origine congolaise a des amis ici, et la France peut intervenir pour le protéger. Ouais. Le contraire sera le jour où le Congo pourra reconnaître la double nationalité. Dans ce cas-là, la France n'a pas à intervenir. Oui, c'est dans ce sens-là, je pense, si c'est ça que vous vouliez savoir. Il y a un moratoire de double nationalité en RDC qui tarde jusqu'à ce jour. Et donc, à vous entendre parler, votre vision est celle de proposer que cette loi soit quand même votée au Parlement et promulguée par le chef de l'État. Ouais. Effectivement, pour nous, on a mis un peu les pieds dans la fourmilière. C'est une façon d'aider nos compatriotes parce qu'il paraîtrait, il y a des bruits de couloir qui disent que certains seraient des élus, députés, des ministres, des gouverneurs qui auraient une autre nationalité et qui auraient le moratoire, c'est ça? Mais il ne faut pas être magicien pour imaginer que quelqu'un qui était inspecteur des finances en France, par exemple, qui se retrouve député national à la RDC, ça saute aux yeux que c'était une double nationalité. Double nationalité, bon, donc même cette personne, effectivement, serait considérée, disons, juridiquement, et selon la Constitution comme un clandestin. Parce qu'il n'est pas congolais si on doit avoir la Constitution telle qu'elle est. Naturellement. Alors du coup, nous on propose effectivement qu'on puisse régulariser nos compatriotes qui sont dans cette situation-là, comme on régularise les clandestins dans d'autres pays. C'est pourquoi nous, on a proposé sur le plateau
des textes pour aménager la Constitution. Notamment, on a dit, avec nos compatriotes qui sont en Europe, dans le cadre de notre communication, M. Matalata, la maître des conférences des droits publics,